Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, l'ordre international est multipolaire. Aucun monopole n'est durablement acquis et les puissances mondiales se disputent les marchés de leurs zones d'intégration régionale respectives. Ces dernières années, le monde a enregistré des températures saisonnières plus fortes que jamais. De nombreux changements au sein des institutions, tels que par exemple au sein de l'ONU avec une formule plus équilibrée prenant en compte des acteurs non étatiques, ou bien des restrictions, par exemple sur l'utilisation et sur l'achat du pétrole. Alors face à tous ces défis, comment a su répondre la communauté internationale? Pour le savoir, revenons ensemble sur les 30 dernières années qui se sont écoulées, et plus particulièrement sur la géopolitique du monde en 2050 pour chaque grande région géographique du monde. Sans plus attendre, commençons par une des puissances qui a dû répondre à un grand nombre de défis, la Chine. La situation aujourd'hui est très critique dans une Chine où il y avait 16 des 20 villes les plus polluées au monde en 2007 et les projections d'une population vouée à être divisée par 7 en 2100. Bien que la première puissance économique et pays ayant étendu son influence, la Chine peut maintenant s'assurer que d'autres puissances ne viennent entraver son chemin. Et pourtant, cette même Chine, qui a révélé par son comportement lors de la course au vaccin contre le Covid-19 la vraie mesure de ses ambitions, évolue sur des pieds globalement très argileux. Le régime fort de parti unique a bien été obligé de faire des concessions à sa population après plusieurs interventions de l'armée, mais la fin, l'an dernier, des nouvelles routes de la soie ont fait taire l'opposition. La Chine représente à elle seule aujourd'hui 40% des flux commerciaux. En effet, elle pompe la croissance de toute sa région, là où ses voisins, anciens nouveaux pays industrialisés d'Asie, n'arrivent pas à se défaire de la trappe des revenus intermédiaires. Des villes comme Chengdu ou Chongqing sont devenues des grandes villes innovantes bénéficiant des nouvelles routes de la soie et de la fuite des populations des villes trop polluées du littoral, en récupérant Hong Kong, Taïwan, une partie du Cachemire et en aboutissant son collier de perles. La Chine s'est affirmée militairement et territorialement, en faisant notamment de Singapour la plus grosse base navale en Asie. Celle-ci s'est aussi affirmée en innovant stratégiquement pour un monde de 10 milliards de personnes. L'intelligence artificielle conduit les camions et trains des nouvelles routes de la soie. Les kits de dessalement de poche sont disponibles pour quelques centimes. Les carburants issus de microalgues sont illimités et sans émission. Elle a finalement dépensé de l'argent pour acquérir un nouveau rôle. Bien que la domination chinoise dans la région ait pu aller contre l'intérêt de certains de ses voisins, ce n'est pas le cas de tous. L'Asie centrale est une des grandes gagnantes en Asie. Traversée en de nombreux endroits par les nouvelles routes de la soie, la Chine a servi de pôle stabilisateur dans la région. Ils ne sont plus un ventre mou en Asie. Leurs alliances internes visant l'augmentation du libre-échange et les aides chinoises après la chute des anciennes dictatures dans la décennie 2020, récession post-coronavirus, ont permis à ces pays de se développer. Le bilan reste bien sûr mitigé pour des États au modèle politique et économique extrêmement autoritaire et aux scandales nombreux, avec une pauvreté qui demeure. Et aujourd'hui, les nouveaux spots touristiques à la mode sont là-bas, en Asie centrale, où Chinois, Européens et Russes se précipitent aux visites de haut patrimoine, comme les mosquées bleues d'Ouzbékistan. De véritables pro-européens sont arrivés au pouvoir dans l'Union européenne dans les années 40, de véritables eurocentristes ayant fait émerger une Europe communautaire respectée au sein des États européens comme sur la scène internationale. Une Europe forte et souveraine que certains se représentent comme sans frontières et qui a résisté à bien des crises et n'a pas eu besoin de nouveaux plans Marshall comme celui post-Covid initié par la Chine. Stratégiquement, les Européens ont fait le choix d'une Europe des noyaux durs et de la Chine, la seule ayant assez d'argent à investir en Europe. Mais ceux-ci sont passés dans une dépendance économique prévisible face à la puissante Chine. Le partenariat a été gagnant-gagnant et a servi les intérêts européens, l'euro est forte. L'armée européenne, en partie développée par peur de l'hégémonie chinoise et commandée depuis Helsinki, a une importante capacité de projection grâce à ses 7 porte-avions et ses nombreux drones. Les Chinois agissent en Europe sans lier de main sur la scène internationale, ni construire de base comme l'avaient fait les États-Unis. L'enjeu majeur auquel les États-Unis ont été confrontés ces dernières années est un enjeu démographique. Il se voit tout d'abord à l'échelle nationale. Les Américains étaient au nombre de 300 millions d'habitants dans les années 2010-2020, ils sont actuellement 400 millions d'habitants. Parmi eux, une forte partie de la population est d'origine immigrée et fils d'immigrés.
Ainsi, les Américains type caucasiens, Américains blancs, sont désormais minoritaires. Cela se voit sur la géographie de l'État tout d'abord, avec des méga-régions émergentes qui se sont développées, avec un étalement urbain, et des villes aspirantes qui se sont elles aussi développées, comme Dallas, Houston, Charlotte. Cela parce que les villes stars ou superstars ont un niveau de vie trop élevé pour ces familles d'immigrés ou fils d'immigrés. À l'échelle internationale, ce bouleversement démographique avec les Américains blancs minoritaires a eu aussi de sévères conséquences. En effet, l'idée de destinée manifeste s'est un petit peu estompée au sein de la population américaine, et les Américains acceptent beaucoup mieux l'idée d'un monde multipolaire, qui serait toutefois favorable aux intérêts des Américains et à leur commerce. Dans cette optique, les États-Unis participent au développement de nombreux pays au travers de tous les continents. On peut l'observer notamment avec la répartition des IDE. Ils ne sont plus dirigés seulement vers l'Europe ou les pays développés. On les voit par exemple en Amérique du Sud, dirigés vers le Brésil, l'Argentine, le Chili et la Colombie. Il s'agit pour les États-Unis de permettre à plusieurs pays de se développer au sein d'une même région, et pas seulement un seul, évitant de créer un monopole. Ils sont garants d'un monde multipolaire. En Asie, la situation est un petit peu plus complexe, puisque la Chine et la Russie semblent être des puissances qui pourraient remettre en question un monde multipolaire plutôt équilibré. En effet, la Chine, que ce soit dans le domaine militaire ou économique, peut rivaliser avec les États-Unis et la Russie aussi dans une moindre mesure. Mais surtout, elles en auraient l'ambition. Ainsi, les États-Unis ont conclu un pacte, le pacte de Bangalore en 2046, avec l'Inde, l'Australie et le Japon, permettant de sceller une alliance forte en Asie du Sud et du Sud-Est. L'investissement dans d'autres pays asiatiques permet à ces pays de se défendre et de se parer de l'influence ou de l'hégémonie chinoise dans la région. Les États-Unis ne semblent donc plus une superpuissance depuis longtemps, et cela la population l'a bien compris, et c'est pour ça que des institutions comme l'ONU sont mises en avant afin d'exercer une influence et une action multilatérale qui permet de maintenir cet ordre équilibré dans lequel les États-Unis peuvent s'épanouir sans prétendre à être les gendarmes du monde. Vous l'aurez compris, la Chine, l'Europe, tout comme les États-Unis récemment cités, sont toujours des puissances dominatrices en 2050. Or, dans ce monde multipolaire, d'autres puissances ont su profiter de différents facteurs tout comme du réchauffement climatique pour s'affirmer de plus en plus dans cet ordre mondial. Et c'est le cas des puissances de l'Arctique. En effet, le plus petit océan du monde est aujourd'hui en 2050 la nouvelle plaque tournante du commerce mondial. Alors qu'il a été longtemps convoité mais mis de côté du fait d'une exploitation impossible des ressources naturelles et des routes maritimes peu praticables, la fonte des glaces due au réchauffement climatique a bouleversé la région au point de redessiner de nouvelles frontières. Le Groenland est le plus touché par ce changement climatique puisque sa superficie n'est plus que de 720 000 km² contre près de 2 millions il y a 30 ans. La région du Nunavut au Canada n'a pas été épargnée et l'ensemble de ces îles sont aujourd'hui englouties. Enfin, quelques territoires russes et norvégiens tels que l'archipel des Svalbard ont subi le même sort. La Convention des Nations Unies de Reykjavik en 2045 a mis fin aux pourparlers et aux litiges des différents pays pour l'attribution du territoire. Le partage des ZEE s'est réalisé de manière juste, selon des relevés scientifiques. Ainsi, le Danemark remporte la bataille de Lomonosov face à la Russie et étend son plateau continental dans un conflit qui les opposait depuis près de 40 ans. Néanmoins, la Russie n'est pas le perdant de la course à l'Arctique. Au contraire, elle possède de nombreux gisements d'hydrocarbures dans sa zone, tout comme les États-Unis et la Norvège. Elle contrôle le commerce mondial en provenance et en direction de l'Asie, principalement de la Chine, par le détroit de Bering, grâce notamment à ses 2 bases militaires présentes dans la zone et de son immense ville portuaire, Poutine-Grad. Ce détroit très profond est plus large qu'auparavant suite à la montée des eaux et à l'accord entre les 2 puissances pour l'agrandir. Désormais, 1/5 du commerce mondial passe par ce détroit et le Groenland s'impose comme le nouveau hub mondial. Véritable contrepoids des 2 puissances de l'Arctique, la nouvelle union des pays nordiques, UPN, créée en 2031, s'affirme de plus en plus dans l'ordre mondial. Cette union est composée de la Norvège, de l'Islande, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la Suède récemment sortie de l'Union européenne et du Royaume-Uni qui s'est tourné vers ces pays suite à l'échec de la sortie de l'Union européenne pendant de nombreuses années.
Cette union, qui était secondaire à l'échelle mondiale et principalement commerciale, s'est renforcée par le biais d'institutions supranationales et de politiques communes depuis les années 40, parallèlement au rapprochement entre les États-Unis, le Japon et l'Inde, et à l'attraction grandissante des routes maritimes nordiques. Ces pays possèdent tous un IDH très fort, à l'image du Danemark qui occupe la première place depuis peu devant la Norvège et l'Islande. De plus, ils sont de réelles puissances innovatrices. La Suède occupe la première place depuis près de 7 ans, suivie par le Danemark et du Royaume-Uni. Ainsi, l'UPN n'est certes pas au même développement, mais conteste de plus en plus l'Union européenne. Le plus petit océan du monde reflète à lui seul l'ordre multipolaire qui persiste. En ce sens, les pays frontaliers de l'océan Arctique sont les gagnants du réchauffement climatique, qui a aussi permis la découverte de nouvelles ressources comme les nodules polymétalliques qui sont devenus très importants. En revanche, ce n'est pas le cas de tous les pays du monde, et certains pays d'Afrique semblent, à l'inverse, être les victimes de cette augmentation de température. Déjà en 2020, l'ambivalence du continent africain n'était plus à démontrer. Les zones de prospérité ont toujours côtoyé des zones de pauvreté, et ce aux différentes échelles. 30 ans plus tard, la complexité du continent le plus peuplé du monde se fortifie. Les écarts de développement entre les pays se font plus saisissants, et dans les pays eux-mêmes, les inégalités subsistent. En effet, les pays du continent possèdent tous un point commun. Leur croissance s'articule autour d'une, parfois deux métropoles, et ce au détriment des villages. Ce sont des villes comme le Cap, Kinshasa, Khartoum, Addis Abeba ou encore Dar es Salaam. Celles-ci ont connu une urbanisation et une métropolisation simultanées dues au manque de travail et aux mauvaises conditions de vie dans les zones rurales. En effet, le pouvoir économique et politique se trouve dans ces métropoles, souvent situées sur le littoral, qui attirent les grandes FTN et qui possèdent un parc locatif beaucoup plus moderne qui séduit la population. De plus, l'Afrique est depuis longtemps un continent divisé entre Afrique du Nord, beaucoup plus tournée vers l'Europe ou le Moyen-Orient, et Afrique subsaharienne. Néanmoins, depuis quelques années, on constate la formation d'une fracture entre les pays membres de la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et ceux faisant partie de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de l'Ouest, les COCOAS. Ces deux zones de libre-échange correspondent aux principaux cercles d'influence du Nigeria et de l'Afrique du Sud, les deux puissances régionales se disputant le leadership de l'Afrique subsaharienne. L'entrée du Nigeria dans le jeu des puissances s'est faite grâce à l'exploitation offshore dans le golfe de Guinée en 2034. Celle-ci a permis la découverte d'une plante marine partageant les caractéristiques du Tifa, un roseau dont la structure alvéolaire lui octroie d'excellentes propriétés d'isolation et de perméabilité à l'air. L'exploitation de cette plante est devenue une nécessité alors que l'augmentation des températures n'en finit plus d'inquiéter l'ensemble du monde et surtout les pays d'Afrique. En effet, le réchauffement climatique est le principal défi auquel doit faire face le continent en 2050. Avec des températures avoisinant les 50 degrés et plus dans certaines zones, loger ses 2,4 milliards d'habitants, soit un quart de la population mondiale, devient réellement problématique pour le continent africain. Le continent est donc le lieu de migration massive, partant surtout des pays du Sahel et rejoignant les pays d'Afrique australe, l'Europe et les États-Unis, et évitant le Moyen-Orient de par les conflits qui le traversent. Du côté du Moyen-Orient, les enjeux se distinguent autour de deux pôles, l'énergie et les conflits géopolitiques. Un nouvel ordre géopolitique s'est mis en place, un ordre bipolaire organisé autour de deux géants, l'Iran et l'Arabie saoudite. Le Moyen-Orient se divise désormais en deux axes. L'axe sunnite, ou des monarchies composées de l'Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Jordanie, et l'axe chiite qui s'étend de l'Iran au Liban en passant par l'Irak et la Syrie. Les hydrocarbures, le oil peak et le supply crunch, prévus par l'Agence internationale de l'énergie, ont atteint leur apogée autour de 2040, créant de nombreux problèmes. Les fonds souverains, qui se nourrissaient essentiellement des surplus liés au pétrole comme Mubadala, n'ont plus les revenus nécessaires pour pallier au chômage. Les gisements de gaz, eux, plus durables, sont toujours exploités et transportés par de nouveaux gazoducs. Se dessine alors une rivalité entre l'Islamic Gas Pipeline et le gazoduc Qatar-Turquie. Quant au conflit syrien, les USA et la Russie ont réussi à trouver un terrain d'entente sur la transition du régime de Damas. Pour éviter une éviction brutale de Bachar el-Assad, qui semblait pourtant inéluctable, une transition progressive a été mise en place, intégrant phase par phase la société civile syrienne en impliquant des acteurs régionaux. L'État islamique est évincé, mais pour autant la Syrie est devenue le théâtre du conflit entre Israël et l'Iran, qui soutient des troupes chiites au nord-est du plateau du Golan, en plus du Hezbollah libanais. Le dossier Israël-Palestine. La guerre en Syrie avait éclipsé un conflit d'une importance particulière au Moyen-Orient, comme le reflétait la conférence de Paris en 2017 qui fut un véritable fiasco.
La nouvelle administration de Washington, démocrate, milite pourtant à nouveau pour la partition, mais cette solution semble bien appartenir au passé. Le retour de la Russie. Les différents mandats républicains qui ont suivi celui de Trump ont confirmé le retrait total des troupes de Syrie. Par ailleurs, la Russie a conservé sa bonne entente avec Tel Aviv, Ankara, Riyad et Téhéran, visant à marginaliser l'Europe dans la région. C'est ainsi qu'elle impose une véritable Pax Russia. La Turquie. L'AKP est toujours au pouvoir et le nationalisme turc est à son apogée, mais sur la scène internationale, la Turquie se marginalise et rentrer dans l'Union européenne est désormais plus une option, notamment à cause du conflit séparatiste kurde qui a gagné en intensité depuis les années qui ont suivi la fin de la guerre de Syrie. L'Iran est sans doute le pays ayant connu une émergence des plus poussées au Moyen-Orient. Les différents mandats démocrates intervenus après la réélection de Donald Trump en 2020 ont libéré l'Iran de son isolement et lui ont permis d'exporter non plus du pétrole illégalement, mais légalement via les ports de Syrie et de Karg. L'Iran a pu échapper partiellement à la crise du pétrole par l'excellence de ses universités et de sa jeunesse bien formée à Amir Kabir ou à Sharif. La socialisation des femmes est presque complète après de nombreuses protestations. Les thèses d'Olivier Roy se concrétisent. L'Iran a trouvé un juste équilibre entre nation, islam et mondialisation. Les classes dirigeantes rajeunissent progressivement, mais la politique extérieure de l'Iran se trouve rythmée par le conflit avec l'Arabie saoudite d'une part, soutien aux rebelles houthis au Yémen, là où l'État islamique se redéploie, et Israël d'autre part. Son rival, l'Arabie saoudite, a vu le fils de Ben Salman arriver au pouvoir et a réformé profondément le pays. L'emprise des conservateurs religieux s'est progressivement desserrée après des protestations. Depuis que l'Iran s'est doté de l'arme nucléaire dans les années 2040, une course à l'armement s'est déclenchée en Arabie saoudite. C'est donc un Moyen-Orient divisé, touché par les conséquences de surexploitation des hydrocarbures qui se dressent en 2050. Mais au-delà de cela, la reformulation de la question d'Orient deviendra un enjeu majeur entre une Europe moderne et l'islam, comme l'écrit Thomas Gomard.